Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle masterclass qui est dédiée à l'usure professionnelle. Je m'appelle Catherine Testa et j'ai la responsabilité d'animer aujourd'hui cette session qui s'appelle Handicap et usure professionnelle, des outils pour agir et rebondir dans son parcours professionnel. Alors je le sais, c'est un sujet complexe, parfois on a du mal à identifier les différents acteurs. Dites-vous qu'aujourd'hui, on va essayer de vous simplifier tout ça, de vous donner des parcours concrets. Et on a évidemment aujourd'hui autour de nous les trois acteurs, on va dire, principaux de cette thématique, à savoir la GFIP, Cap Emploi et évidemment Transition Pro qui nous hébergeait aujourd'hui, qui est à l'initiative de cette masterclass. On sait, vous êtes un acteur incontournable des parcours professionnels, donc ça vous tient à cœur évidemment d'aborder cette thématique. Alors avant de démarrer, peut-être aussi pour laisser le temps aux retardataires de se connecter, je vais vous donner quelques informations plutôt de l'ordre technique. Alors évidemment, cette masterclass, elle est enregistrée. Vous allez pouvoir la retrouver sur le site de Transition Pro Île-de-France. Normalement, dans le chat, vous allez avoir l'équipe qui va vous mettre le lien et vous pouvez aussi, pour ceux qui n'étaient pas présents, retrouver les deux premières masterclass, à savoir le premier opus où on avait vraiment abordé le fait de comprendre ce que c'est que l'usure professionnelle, les signaux faibles et aussi l'importance in fine de la prévention. On était accompagné évidemment par Transition Pro avec l'ACRAMIF et l'ARACT. Et le deuxième opus que vous pouvez aussi retrouver s'intitulait le fait de faire la focalisation sur tout le sujet de l'accompagnement avec la coordination entre les différents acteurs. Et on avait à nos côtés Avenir Actif et évidemment Prevling, donc un service de santé et de prévention au travail. Et évidemment encore, on était là avec Transition Pro. Donc vous pouvez retrouver les liens dans le chat. J'en profite d'ailleurs pour parler du chat. Dans ce même chat, vous allez pouvoir poser vos questions. Surtout, vous n'hésitez pas. L'équipe est évidemment là pour vous répondre en direct à quelques questions, mais aussi pour les transmettre. On répondra à certaines questions en fin de cette masterclass. Donc, vous n'hésitez pas. Tous vos commentaires sont bienvenus. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire que vous êtes bien présents. Alors maintenant, normalement, la majorité des personnes vont déjà être inscrites et vont déjà surtout être connectées. Donc, il est maintenant temps de donner la parole, mesdames, à mes côtés. Je vais vous demander de vous présenter. Je vais commencer par vous, Karima. Est-ce que vous pouvez vous présenter, allez, en quelques mots et peut-être quelques mots sur la structure que vous représenterez? On rentrera plus dans les détails juste après. Très bien, bonjour à tous et à tous. Je suis Karima Ayou, chargée d'études et de développement de la délégation régionale Île-de-France de la GFIP et que je représente aujourd'hui. Et je suis aussi dans le cadre de la 29e semaine européenne pour les personnes en situation de handicap et aussi pour le jeudi, cette journée de Duo Day qui permet à une entreprise d'accueillir donc une personne en situation de handicap. La GFIP, c'est une association qui a été créée en 1987 en faveur en tout cas de l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est une mission de service public qui a été confiée donc par l'État. La GFIP compte 14 délégations régionales avec 22 implantations géographiques tout autour, enfin sur le territoire, avec 500 collaborateurs pour être au plus près des entreprises et des personnes en situation de handicap. Merci d'être là, surtout sur cette journée. Merci d'être à nos côtés. Ensou, je vous laisse peut-être vous présenter ainsi que Cap Emploi. Du coup, je me présente, Ensurato Manana, chargée de mission maintien au Cap Emploi 91, et j'interviens aujourd'hui pour KEOPS Île-de-France, KEOPS qui est donc le Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés et qui représente tous les Cap Emploi. Donc à savoir qu'il y a 98 Cap Emploi insérés dans chaque département et c'est du coup un opérateur spécialisé. Ok. De placement. On en parlera plus en détail aussi de Exactement. toutes les missions de Cap Emploi. Anaïs, on vous connaît de plus en plus évidemment, et puis ceux qui étaient là déjà connaissent bien Transition Pro, mais pour ceux qui ne connaisseraient pas encore Transition Pro Île-de-France, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci Catherine, effectivement. Alors Anaïs Deleuil, directrice adjointe des partenariats du développement chez Transition Pro Île-de-France.
Transition Pro Île-de-France, nous sommes partout sur le territoire national, présents dans toutes les régions. Donc ici, bien sûr, l'Île-de-France, je représente. Experts des reconversions professionnelles, financeurs des reconversions professionnelles, des salariés du secteur privé, que ce soit pour une mobilité interne ou externe. Nous sommes une association paritaire, interprofessionnelle, donc on peut financer tout secteur d'activité et tout métier. On reviendra justement sur toutes ces histoires de financement et Mm. sur les rôles que vous avez tous à jouer. Aujourd'hui, on s'intéresse évidemment aux liens particuliers entre l'usure professionnelle et le handicap. Karima, je vais me tourner vers vous peut-être pour recontextualiser, réexpliquer, redonner la définition du handicap. Alors, effectivement, la définition du handicap a été consacrée par la loi du 11 février 2005, dite pour l'égalité des droits et des chances. Et là, je vais prendre mes notes dont on a fêté d'ailleurs les 20 ans cette année, qui définit en fait le handicap comme une limitation d'activité subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Ce qui signifie que l'altération, elle peut être temporaire ou durable, visible ou invisible, comme par exemple un handicap cognitif ou psychique, qui peut ne pas se voir à l'œil nu, contrairement à une mobilité réduite qui, elle, sera plus observable. Il est à noter, en fait, la distinction entre cette notion de handicap consacrée par la loi et la situation de handicap au travail, qui se définit comme l'impossibilité pour une personne d'effectuer un geste à son poste de travail, dans son quotidien, dans son environnement professionnel. Par exemple, on peut donner l'exemple un peu connu du boulanger qui serait par exemple allergique à une farine ou à une levure. Il va se trouver en fait contraint dans son environnement professionnel par cette allergie. S'il choisit effectivement ou il opte pour un autre métier, cette contrainte qu'il vit en tant que boulanger, eh bien, il ne la vivra pas lorsqu'il choisira une autre situation professionnelle. L'idée, c'est que de cette situation de handicap au travail, c'est vraiment d'agir sur l'environnement physique et social de la personne pour abolir justement la notion de situation de handicap. Ok, donc on a compris qu'il y a une différence entre handicap et situation finalement de handicap au travail. Est-ce que vous auriez peut-être quelques chiffres aujourd'hui à nous donner sur les différents types de handicap? Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je crois que c'est 80% des handicaps aujourd'hui qui sont invisibles. Est-ce qu'il est vrai ce chiffre d'ailleurs? Et c'est quoi les autres types de handicap? Tout à fait. Alors effectivement, le taux, le pourcentage des handicaps dits invisibles est de 80%, c'est tout à fait vrai. Mais on a d'autres chiffres de manière générale, et notamment que 85% des personnes handicapées le sont devenues à l'âge adulte, après l'âge de 15 ans, au cours de leur vie active, que ce soit après un accident de travail ou un accident de la vie personnelle. Il faut savoir aussi qu'une personne sur deux sera confrontée à une situation de handicap. Nous sommes 4 ici, donc potentiellement 2 d'entre nous seront confrontés à une situation de handicap au cours de notre vie active. Sur les typologies du handicap, nous avons quelques chiffres qui proviennent de l'ADRES, de la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, et des enquêtes de l'INSEE qui concernent les limitations fonctionnelles et les reconnaissances administratives. Pour le handicap moteur, cela concerne environ 35% des situations de handicap déclarées. Le handicap sensoriel, qui comprend le visuel et l'auditif, pour la malvoyance, sont concernés 10% des personnes. Pour le handicap auditif, tout ce qui concerne la malentendante, la surdité, c'est 8%. Le handicap mental ou psychique, lui, concerne environ 20% des personnes déclarées. Et dans le handicap mental, on comprend aussi les déficiences intellectuelles et les troubles psychiques. Concernant le handicap lié à des maladies invalidantes chroniques et respiratoires, c'est 15% qui sont concernés. Je rappelle que justement dans les maladies invalidantes, on a le diabète, la sclérose en plaques, l'hypertension, les maladies pulmonaires respiratoires, et la fibromyalgie. Les autres handicaps comme le trouble cognitif du trouble déficit de l'attention avec hyperactivité ou pas, le TDAH, le fameux, eh bien c'est 12% de personnes qui sont touchées par ce handicap. C'est pourquoi la reconnaissance administrative, on en parlera tout à l'heure, du handicap, c'est une solution à la fois pour concilier l'emploi et le handicap.
Ces chiffres, c'est fou parce qu'on ne les voit pas assez passer. Quand on sait que 85% des personnes le deviennent in fine à l'âge adulte, ça veut dire que nous, en tant qu'employeurs, en fait, toutes les entreprises vont avoir forcément ces sujets à traiter. Quand vous dites une personne sur deux au cours de sa vie, je crois que ça commence à permettre à chacun de se rendre compte de l'importance, en fait, de cette thématique. Ensou, est-ce que vous avez des choses à rajouter, peut-être aussi sur tous les enjeux qui ont été peut-être un petit peu évoqués déjà, mais de compensation? Alors, nous, on parle vraiment, comme Karima l'a évoqué, de la situation de handicap créée au travail et de l'interaction de la personne et de son environnement de travail qui finalement n'est pas en adéquation, qui crée la situation de handicap. Et donc, on part du droit à la compensation et la compensation qui vise du coup à agir sur l'environnement de travail pour créer une adéquation entre l'individu et sa situation professionnelle. Du coup, pour lui permettre en fait de travailler de façon équitable, en fait égalitaire par rapport aux autres, si je résume. Exactement, qui Oh. se retrouvent dans de bonnes conditions. Ah, c'est très clair. Maintenant, Anaïs, on parle de handicap et d'usure professionnelle. Est-ce que vous pourriez peut-être redéfinir ce que c'est que l'usure professionnelle? J'ose espérer que tous ceux qui ont regardé les 2 précédentes masterclass maintenant le savent, mais je sais qu'il y a toujours des personnes qui sont nouvelles aussi, qui n'ont pas encore vu les autres. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler? Bien sûr. Alors, on a entendu des termes, usure, effectivement, maladie. Donc, on va reposer un peu les choses. C'est important de dire voilà, de quoi on parle exactement. Je trouve que ce ne sont pas des termes qui sont vraiment simples. Et parfois, on pense connaître la définition et ce n'est pas vraiment le cas. Donc, je vais lister quelques définitions. Je vais prendre le temps pour que chacun puisse s'imprégner aussi de ça. Voilà. Mais c'est important parce que comme ça, quand on reviendra sur certains termes, on saura effectivement de quoi on parle. Tout d'abord, l'usure professionnelle. C'est un processus d'altération de la santé qui s'inscrit dans la durée, qui est du fait d'une exposition prolongée de contraintes. Autrement dit, de façon un peu plus simple, c'est la santé du salarié qui se dégrade dans le temps à cause de contraintes liées à son emploi. Donc ça, c'est l'usure professionnelle. La maladie professionnelle, peut-être. Et oui, la maladie. La maladie, elle est dite professionnelle quand elle résulte de conditions dans lesquelles un salarié exerce son emploi, mais qui lui fait face à un risque, il a un risque d'être exposé à un danger. C'est-à-dire, le danger peut être physique, psychique, biologique ou chimique. Okay. Donc ça, c'est la maladie professionnelle. Ensuite, on a également l'inaptitude. Donc l'inaptitude, elle est déclarée lorsque aucune mesure d'aménagement de poste ou d'adaptation n'est possible. Dans ce cas, l'employeur est dans l'obligation de proposer un reclassement interne sans obligation de résultat. Okay. C'est important. Je continue sur 2 derniers termes. L'incapacité. Donc l'incapacité, elle, désigne l'impossibilité de travailler ou d'exercer certaines tâches sur son emploi. Elle fait souvent suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, c'est lié. Elle peut être temporaire ou permanente. Et enfin, l'invalidité peut être déclarée lorsque la capacité de travail est réduite d'au moins 2/3 et n'est pas d'origine professionnelle. Elle ouvre d'ailleurs des droits à des pensions d'invalidité. Bon, c'est très clair, je pense que tout le monde va avoir pris des petites notes. Ensou, peut-être pour rebondir, parce que c'est forcément des sujets que vous accompagnez chez Cap Emploi. Exactement. Nous, en termes de reconnaissance, finalement, pour ouvrir à l'accompagnement Cap Emploi, il y a déjà la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mais en lien avec les maladies professionnelles, comme le disait Anaïs, il y a la pension d'invalidité dont la capacité de travail est réduite d'au moins 2/3. Les titulaires d'une rente d'invalidité, les victimes d'accidents de travail ou maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10%, l'allocation temporaire d'invalidité. Et en fait, tous ces droits-là, lorsqu'ils sont d'origine professionnelle et qui sont reconnus, ils ouvrent en fait à la perception d'indemnités journalières qui seraient un peu plus élevées que dans le cas du maladie classique. Et ces indemnisations, c'est pour le préjudice du coup reçu finalement par la personne, le salarié, que ça soit d'ordre psychique ou physique. Et c'est des indemnisations spécifiques. Et pareil, ça ouvre le droit au maintien ou aménagement au poste qui est obligatoire pour éviter toute aggravation. C'est intéressant parce qu'à chaque fois que vous évoquez le côté physique et psychique, on comprend généralement assez facilement le côté physique, un peu moins le côté psychique. Vous avez évoqué le sujet de la RQTH. Je me tourne vers vous, Karima. Comment est-ce qu'on a une RQTH, en fait, tout simplement ?
Alors, lorsqu'une personne se sent en fait diminuée ou contrainte par son activité professionnelle, elle peut effectivement, à l'aide de son médecin traitant, demander en fait, constituer en fait une démarche de reconnaissance de travailleur de la qualité de travailleur handicapé pour pouvoir en fait justement avoir des outils et des dispositifs pour faire en sorte que cette personne soit le mieux accompagnée et le mieux compensée finalement à son poste de travail. Donc cette RQTH est un dossier qui est constitué donc, par la personne avec l'aide de son médecin, c'est quand même mieux, et qui est déposé auprès de la NDPH, de la Maison départementale des personnes handicapées, où une commission, une CDPH, une commission donc dédiée à l'analyse du dossier, va finalement rendre un avis, enfin en tout cas une attestation de RQTH à la personne pour qu'elle puisse effectivement s'en prévaloir auprès des organismes et des acteurs de l'écosystème du réseau pour l'emploi pour pouvoir effectivement bénéficier, être éligible à certaines dispositions, à la fois auprès de la GFIP si effectivement il y a une demande d'aide ou auprès des autres acteurs de l'écosystème. Et peut-être côté Cap Emploi, est-ce que déjà il y a besoin d'une RQTH finalement pour venir vous solliciter? Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer quelles sont les missions aujourd'hui de Cap Emploi? Comment vous accompagnez in fine au quotidien? Alors, il ne faut pas forcément avoir la RQTH. Il faut être dans la démarche de demander la RQTH. Ok. Il y a aussi la RQTH qui peut être demandée en accéléré par les médecins du travail. Et donc, ces cas de figure, nous, on le rencontre aussi au quotidien dans notre activité, où les médecins du travail voient que la situation de la personne est compliquée. Ils font la démarche pour la demande de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui se fait en accéléré auprès de la MDPH. Et là, on peut intervenir également. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a tous ces titres-là en lien avec maladie professionnelle, accident de travail également. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, je me questionne sur une potentielle RQTH, je peux aller vous voir et vous allez m'aiguiller, m'aider à m'outiller pour savoir quelles sont les démarches à faire. Exactement, on peut aiguiller au début quand on est dans cette démarche-là. Et bien sûr, ça part toujours du besoin de la personne et en fonction de chaque situation. Ok. Qui peut vous solliciter? C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, par exemple, je me sens concernée, je peux venir vous voir. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la médecine du travail, à savoir le service de santé et prévention au travail, comme on dit aujourd'hui? Est-ce qu'un RH peut venir vous voir? Comment ça se passe en fait? Alors, pour le coup, ça dépend vraiment de chaque situation. Ça peut être l'employeur, la personne, RH, ça peut être le manager, ça peut être aussi le service de santé au travail, médecin du travail, infirmier de santé au travail, tous ces personnes-là. Et généralement, c'est des partenaires aussi avec lesquels on travaille, la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, les assistantes sociales, que ce soit du service de santé au travail ou de la CPAM également. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples de démarches que vous faites, comment vous accompagnez in fine au quotidien? Alors, au quotidien, nous, on est beaucoup confrontés à la notion d'usure professionnelle. Donc, au quotidien, on reçoit des personnes qui peuvent appeler d'elles-mêmes aussi, qui présentent la situation. Voilà, je suis salariée, j'ai des soucis dans mon emploi, j'ai des soucis de santé, j'ai la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et donc, à ce moment-là, on commence à intervenir. On fait un diagnostic de la situation pour commencer, pour voir les besoins de la personne. Et on collabore pas mal avec les différents acteurs, service de santé au travail, la GFIP. Et du coup, on essaie de trouver des solutions de compensation en fonction des problématiques et des besoins de la personne. Donc c'est vraiment la notion finalement de diagnostic et derrière de coordination en fait avec les autres acteurs pour mieux accompagner la personne, c'est ça? Exactement. Moi, je me tourne du coup vers la GFIP. Maintenant, vous, quelles sont peut-être vos missions? Alors, les missions de la GFIP aujourd'hui, elles ont évolué depuis 1987, depuis 38 ans d'existence, et elles sont, si vous voulez, organisées autour de plusieurs actes. La première mission, ça va être effectivement d'accompagner les personnes en situation de handicap via des aides spécifiques lorsqu'elles ont besoin d'être mobilisées en fonction du besoin de la personne. Ça va être aussi de l'accompagnement des entreprises du secteur privé
Et là, je rappelle, hein, à partir de 20 personnes dans une entreprise du secteur privé, il y a une obligation en fait d'employer des personnes en situation de handicap à hauteur de 6%. Du coup, ça, c'est une obligation qui est dévolue à l'entreprise. Et pour cela, effectivement, les employeurs doivent pouvoir répondre à cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés. À la suite de cet accompagnement des entreprises, la GFIP intervient aussi auprès des organismes de formation et des CFA, et on en parlera plus tard, pour tout ce qui va être de la compensation des parcours pédagogiques des apprenants. Elle intervient aussi sur elle favorise en tout cas les échanges dans ce qu'on appelle deux réseaux, le RRH, le réseau des référents handicap pour les référents des entreprises, versus RHF, ressources handicap formation pour les organismes de formation, et les CFA, pareil, pour acculturer sur le sujet du handicap les référents handicap de ces organismes de formation. Et enfin, elle intervient aussi dans la professionnalisation de tous ces acteurs de l'écosystème pour la montée en compétences sur le sujet du handicap, via en fait des modules de professionnalisation qui sont organisés de manière gratuite par la GFIP et portés sur une plateforme numérique. C'est un service dédié qui s'appelle donc l'appui à la professionnalisation, pour pouvoir en fait faire en sorte que tout le monde ait un niveau d'information sur le handicap, mais surtout sur comment je prends en compte le handicap, que ce soit au travail ou en formation. Ouais, et votre site internet, il est très riche et très dense. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a l'obligation, on en parlait en préparation, d'avoir un référent handicap à partir de 250 salariés. Absolument. Mais il ne faut pas attendre d'avoir 250 salariés pour aborder le sujet. C'est vraiment, à mon sens, aujourd'hui, un sujet d'utilité public, en gros, qui concerne absolument tout le monde, parce que tout à l'heure vous parliez une personne sur deux, mais au-delà de ça, c'est donc 100% des gens concernés, si je résume, parce que ça va avoir un impact. Absolument. Donc pour aller vous renseigner sur ce sujet-là, vraiment, votre site internet, il y a beaucoup d'informations. Parce qu'il y a un autre sujet, je me tourne vers vous Anaïs, sur le fait que quand on a un handicap, on n'ose pas forcément le dire, on le tait parce que c'est compliqué en fait d'en parler. Est-ce que vous avez peut-être des éléments sur ça? Effectivement, c'est important d'en parler. Il y a, j'ai envie de dire, le non visible et le non dit. Le non visible, je prends l'exemple, par exemple, je sens que j'ai du mal maintenant à être dans le manuel. Je commence à avoir mal au dos, je commence à moins entendre alors que je suis dans un environnement peut-être bruyant dans mon quotidien. Dans ces cas-là, je vais me dire quoi? Je vais serrer les dents, je sens que ça va pas, j'en ai peut-être en parler avec mes accompagnateurs, mais je vais pas aller plus loin, je vais pas déclarer, je vais pas aller jusqu'à déclarer ma reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et ça, c'est important parce que la majorité aujourd'hui du handicap, il est non visible. Et quand on en parle à quelqu'un, je pense qu'on est tous concernés autour de la table, c'est quoi pour toi un handicap? Forcément, on pense moteur. Ouais. Alors qu'en fait, c'est la minorité. Et bien évidemment, c'est existant, mais c'est la minorité. Donc ce handicap invisible, il faut aussi en parler. Et il faut se dire, c'est pas parce qu'il n'est pas visible que je ne peux pas aussi déposer une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Premier point. Le deuxième point, il est aussi très important, c'est le non-dit. J'ai envie de dire à deux vitesses. Le premier, c'est le non-dit à soi-même. Ah, mais c'est l'âge, j'ai un peu mal au dos, mes conditions de travail font que du coup j'entends moins, c'est normal. Je serre les dents, c'est pas grave, j'arrive encore à bosser, je compense, je fais autrement, mais voilà. Non, du coup, le fait qu'on ne se l'avoue pas à soi-même aussi, c'est important, puisque ça peut être aussi, on l'a dit, situationnel. Et on peut s'en sortir. Et le non-dit, c'est aussi l'autre. Je sais que ça ne va pas, je ne le dis pas. Ou je sais que j'ai une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, je ne le dis pas à mon employeur. Sauf que si je ne le dis pas à l'employeur, l'emploi n'est pas adapté, les conditions de travail ne le sont pas, le management non plus. Et du coup, il y a une sorte d'incompréhension parce que l'autre va se dire quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas compris ce que je lui ai dit, ou parce que ça peut être aussi cognitif. Voilà. Et donc, c'est important d'en parler pour soi et pour s'en sortir, encore une fois, et pour pouvoir exercer au mieux son emploi ou l'adapter, comme on l'a vu ensemble. Donc, le dire, quel qu'il soit, demander la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ouvre aussi, on l'a vu, des aménagements ou des aides financières. Arrêtons de compenser par soi.
levons les tabous et parlons-en, parce qu'on l'a dit, on peut tous être à un moment donné dans notre vie en Mm. situation de handicap. Et c'est pour ça, je pense que plus on fera de sensibilisation à ce sujet, plus on osera, in fine, même se l'avouer, comme vous l'évoquiez, et aussi en parler de façon assez ouverte. Ensou, je me tourne vers vous. Est-ce que vous accompagnez finalement, moi, ce que j'appelle le coming out de son handicap dans le monde du travail? Je ne sais pas s'il y a un handy out, je ne sais pas, je sais pas s'il y a un terme. Est-ce que vous accompagnez ça? Parce que, comme l'évoquait Anaïs, ça peut être déjà douloureux de se sentir diminué, de se dire mais avant j'avais pas ça, en fait ça peut, et en plus de le dire, en fait d'avoir parfois l'impression d'avoir une étiquette. Ouais, c'est vrai que quand le handicap est là, les personnes, elles sont pas forcément. Enfin, il faut l'accepter déjà. Ouais. Donc, le temps de l'acceptation, nous, on essaie d'être présents pour accompagner les personnes et leur dire voilà, c'est pour vous, c'est un titre administratif finalement, qui vous servira à aménager, à améliorer les conditions de travail. Donc, il y a un suivi personne auprès de la personne pour l'aider à accepter la situation. Et on peut être en lien aussi avec les employeurs pour les salariés dans le cadre du maintien dans l'emploi. On essaie de faire en sorte que ça se fasse doucement au pas de la personne. Ouais, donc c'est vraiment une notion de soutien que vous Exact. avez aussi, d'appui pour faire face en fait à une situation qu'on n'a souvent jamais vécue avant, quand on est en train de, voilà, de se sentir de plus en plus en situation effectivement de handicap. Karima, je me tourne vers vous, parce que effectivement, même moi dans mon entourage, j'ai des gens qui ont une RQTH, parce qu'ils ont une sourdité, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, surdité, voilà, ils n'osent pas encore le dire à leur employeur. Donc j'imagine qu'il y a un énorme travail à faire de sensibilisation des entreprises pour qu'elles, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais pour qu'elles ouvrent la parole de plus en plus sur ces sujets. Vous intervenez, j'imagine, beaucoup auprès du milieu de l'entreprise. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer sous quelle forme et quelles sont les actions, in fine, à mettre en place? Tout à fait. Au sein de la GFIP, en fait, nous avons des conseillers dédiés au pôle entreprise pour accompagner justement les employeurs à inclure en fait le sujet du handicap dans leur politique RH et RSE, responsabilité sociétale et environnementale, pour justement les aider à, via en fait des plans d'action qui vont être en fonction des priorités de l'entreprise. Tout le monde n'est pas au même niveau sur le sujet du handicap. Il y a des entreprises qui sont très avancées, qui ont effectivement un référent handicap qui va pouvoir effectivement recenser en fait des situations individuelles et pouvoir travailler sur ces situations quand il y a un besoin de compensation. Donc là, les conseillers entreprises sont là pour aider en fait les entreprises à les accompagner à la sensibilisation du handicap et à les outiller au travers de ces plans d'action en fonction de ce qui aura été priorisé par les parties prenantes, c'est-à-dire la direction de l'entreprise, le management de proximité, ça peut être aussi les partenaires sociaux, pour vraiment prendre à bras le corps le sujet du handicap et faire en sorte que ce sujet soit le plus largement partagé et rendre ainsi le monde du travail plus inclusif. C'est vraiment leur démarche à ces conseillers entreprises, c'est vraiment d'inciter à parler du handicap et les aider aussi en les outillant via en fait un certain nombre d'outils qui se trouvent aussi sur le site de la GFIP. Je pense à l'activateur de progrès. C'est vrai que l'activateur de progrès permet aussi aux entreprises de montrer à quel point et comment elles sont engagées sur le site, sur leur site intranet en interne ou internet, et puis vis-à-vis aussi de leurs réseaux sociaux, pour dire en fait à quel point elles sont engagées sur cette démarche handi-accueillante pour intégrer et maintenir surtout une personne en situation de handicap, et dire que c'est tout à fait possible. Catherine, je me permets, j'ai envie de rebondir, puisqu'on parle d'employeurs. Moi, j'ai bien aussi, vous parlez d'outils. Est-ce qu'on peut faire un petit mot, un petit zoom sur le DERP? Oui, ça me paraît là d'un coup, je me dis, il y a quelque chose il y a un lien à faire, parce qu'effectivement, on parle de risque. C'est un outil important. Voilà, donc ça en fait partie. C'est aussi pour montrer que les employeurs sont quand même partie prenante aussi, bien évidemment, de ce sujet, dans le cadre de la prévention. Tout à fait. Parce que le risque, c'est quoi? Le risque professionnel, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de maladie, c'est que la probabilité qu'un salarié soit exposé à un danger dans le cadre de son activité professionnelle. Donc je le disais, chimique, etc. Donc il y en a 4. Et quand on parle de risque, évidemment,
anticipation prévention, le DERP, donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, est un document obligatoire qui doit être mis à jour par l'employeur. Donc c'est quoi? J'identifie le risque, je l'évalue, je le hiérarchise. Sauf qu'en face, qu'est-ce que j'y mets? J'y mets des solutions. Et dans ces cas-là, on peut penser justement des solutions de maintien dans l'emploi, etc., de formation, d'aménagement de poste, etc. Donc ça, c'est important parce que ça touche du coup tout le monde, toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, tous les métiers. Voilà. C'est important parce qu'on parle d'outils. C'est un formidable quand même outil RH que ce document unique d'évaluation des risques. Qui est obligatoire en plus. Comme là, vous évoquez le sujet de la prévention, je sais que vous avez des préconisations aussi sur cette thématique. Est-ce que vous pourriez nous en faire part peut-être dans le monde du travail? Comment est-ce qu'on peut prévenir aussi avant que la situation de handicap ne s'installe? Alors on l'a dit effectivement tout à l'heure aussi, le corps médical il est important. Aujourd'hui, alors effectivement, on ne dit plus médecine du travail, service donc de santé et de prévention au travail. C'est les services de prévention et de santé au travail. J'ai dit à l'envers, pardon. Merci, Karima, ça suit, merci, ça suit. Tout à fait. Ce sont des acteurs clés, bien évidemment. Ils détectent les signaux qui peuvent être même les plus faibles, ils orientent, ils prescrivent. Donc c'est important. Et on se connaît, par exemple, Transition Pro Île-de-France, nous sommes partenaires avec certains services de santé et de prévention au travail. Donc, en fait, on se coordonne, on s'oriente, etc. Pareil, si quelqu'un vient à la maison de la reconversion, on sera en capacité de l'orienter soit vers Cap Emploi, soit vers un service de santé et de prévention, évidemment. Voilà, donc on est coordonnés ensemble. Et au-delà de ça, mais on y reviendra tout à l'heure, quand on parle aussi de prévention, on parle de formation, on parle d'emploi, mais on peut aussi changer de métier. C'est pas trop tard, pas du tout, c'est même possible. C'est important d'en parler à travers 2 dispositifs que Transition Pro porte au niveau national d'ailleurs, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans le détail. Mais il existe aussi des solutions que l'on peut mobiliser aussi tous ensemble parce qu'on est complémentaires pour l'amener à pourquoi pas une reconversion. Ça peut être effectivement l'exemple du boulanger est très parlant, qui devient autre chose que boulanger, du coup qui n'est plus, qui grâce à la reconversion n'est plus face à une situation de handicap. D'où l'importance de la prévention. Ensou, je me tourne vers vous. Quels seraient pour vous les signaux d'alerte en fait à devoir détecter et remarquer? Alors, il y a pas mal de signaux d'alerte et en fait, ces signaux-là, il faut les détecter le plus tôt possible. Donc, c'est détecté généralement, comme Anaïs, vous l'avez évoqué, par les services de prévention et de santé au travail qui rencontrent le salarié ou la personne et qui détectent des risques. Ça peut être l'absentéisme, les arrêts de travail répétés, les douleurs chroniques, quand le salarié se plaint d'avoir des douleurs, la fatigue qui persiste. Il y a pas mal de signaux. Et donc, le signalement, plus tôt il est fait, auprès de Cap Emploi ou auprès des différents acteurs, mieux c'est. Parce qu'on pourra intervenir. Et là, l'offre de service Cap Emploi permet l'accompagnement vers l'emploi et dans l'emploi. Donc, en fonction des signaux, là, on adapte le parcours et en fonction des besoins de la personne. Donc on peut, quand on commence à identifier, aller vous voir en disant est-ce que vous pouvez nous accompagner, mais on peut aussi finalement se dire j'ai peut-être besoin plus d'une aide technique ou un équipement et aller voir la GFIP, ou est-ce que forcément il faut d'abord passer par Cap Emploi avant d'aller voir la GFIP? Comment ça se passe? Alors on est assez complémentaires finalement en fonction du besoin, des préconisations par exemple du médecin du travail. Il y a tout ce qui est aménagement de poste, on détecte le risque, on signale la situation. Nous, le Cap Emploi, on fait une analyse de la situation et des besoins, on collabore avec différents acteurs. Et là, à partir de ce moment-là, on essaie de trouver des solutions et de les mettre en œuvre. Et donc, à partir de la solution identifiée, on mobilise différentes aides et mesures. On peut se rapprocher à ce moment-là de la GFIP. Okay. Et ça peut être technique, comme ça peut être organisationnel. Il y a différents types d'aménagements. Pareil pour tout ce qui est mobilisation de dispositifs et d'aides de mesures. C'est assez large et comme on est en opérateur spécialisé du coup pour le placement des personnes en situation de handicap, on a certains outils et aides et mesures qu'on peut solliciter auprès de la GFIP, assez spécialisés également. Et l'accompagnement Cap Emploi, lui, est personnalisé. Il se fait tout au long du parcours de la personne, à partir du signalement, jusqu'à ce que la solution soit identifiée ou s'il faut revoir le besoin entre-temps. Donc il y a un suivi à 3 mois dans le cadre du maintien dans l'emploi, plus un suivi à 6 mois.
et on reste en contact bien sûr avec la personne concernée et on continue à travailler avec les différents collaborateurs. Et puis parfois des sujets autour de la reconversion, on y reviendra, Tout à fait. juste après. Karima, je vais peut-être rebondir sur les obligations de l'entreprise. Je ne sais pas si tout le monde les connaît, j'imagine qu'il y en a qu'on oublie. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être quelles sont les obligations déjà et comment vous les accompagnez en fait aujourd'hui? Alors juste avant de venir sur effectivement cet accompagnement, je voudrais juste compléter ce que disait Ensouf sur cette logique de partenariat justement, qui fait qu'on va sécuriser les parcours. Et c'est ça qu'on veut pour pouvoir effectivement maintenir une personne et éviter des ruptures de parcours pour sécuriser ces parcours-là. Alors, les dispositifs qui sont mis à disposition de l'employeur pour pouvoir justement éviter ces situations de rupture, il y a parmi eux 2 dispositifs principaux qui ont été en fait consacrés par la loi de août 2021 qui a élargi en fait les missions des services de prévention et de santé au travail. Et ces 2 outils, il y en a un qui est le rendez-vous médical de mi-carrière à partir de la 45e année de la personne pour pouvoir effectivement faire un état des lieux sur l'adéquation du poste de travail avec la personne, pour éventuellement aussi envisager une reconversion ou une évolution professionnelle, et aussi pour informer la personne sur les problématiques du vieillissement, parce qu'on sait que de plus en plus, effectivement, il y a un rallongement de la vie au travail, il y a aussi des maladies, il y a une augmentation malheureusement des maladies professionnelles et des maladies chroniques. Après, c'est pas parce qu'on a une maladie professionnelle ou une maladie chronique qu'on est définitivement écarté de l'emploi, mais effectivement, c'est à prendre en compte. Et là, l'employeur, il a vraiment un levier pour pouvoir informer au travers qui est organisé par la médecine du travail, ce rendez-vous médical, pour pouvoir vraiment dire aux salariés, bah voilà où j'en suis à partir de la 45e année. Ça permet de faire un point d'étape. Le deuxième outil qui est aussi consacré par cette loi d'août 2021, c'est le rendez-vous de liaison. Ça, c'est important. Un rendez-vous de liaison, c'est un rendez-vous qui est organisé entre l'employeur et le salarié. Lorsque le salarié est en arrêt maladie et pour pouvoir le faire revenir dans l'entreprise dans les meilleures conditions possibles, effectivement, l'employeur peut proposer au salarié ce rendez-vous médical. Le salarié n'est pas obligé, c'est pas une obligation, il n'est pas obligé de l'accepter, mais c'est vrai que c'est un moyen d'ailleurs de reprendre contact avec et puis de garder le lien entre l'employeur et le salarié, et de pouvoir simplement informer le salarié des possibilités qu'il a, et de le rassurer aussi, et puis aussi pour l'employeur de se dire qu'il va reprendre son salarié à son poste de travail, et de pouvoir finalement regarder avec lui tout ce qui va être possible. Je pense par exemple, si un temps partiel thérapeutique est mis en place par la médecine de travail, peut-être de l'organiser et de l'anticiper à la fois pour les collègues et aussi pour le manager de proximité. Ça, c'est important. Il peut y avoir dans les entreprises qui ont un référent handicap, la présence d'un référent handicap lors de ce rendez-vous médical. Donc c'est vraiment des outils qui permettent à l'employeur de, encore une fois, prévenir les situations d'usure et surtout d'anticiper les situations à risque. Donc l'entretien à mi-carrière, il est obligatoire. Alors, les rendez-vous de liaison, ça l'est pas. Ça l'est. Alors, quand je dis obligatoire par rapport au fait que le salarié est obligé d'accepter. Okay. Mais effectivement, le rendez-vous à partir de 45 ans, lui aussi, c'est à la demande soit du salarié, soit de l'employeur, soit du service de prévention et de santé au travail. Ok, c'est très clair. Je vais me retourner vers vous, Anaïs, peut-être pour expliquer tous les enjeux inhérents à la reconversion. Ça a été évoqué par Ensou. On en a évidemment parlé lors des précédentes masterclass, mais je pense que ça pourrait être intéressant de refaire peut-être un point sur les dispositifs qui sont mobilisables quand on commence à se dire que peut-être qu'il faut envisager une reconversion parce qu'on est dans une situation du coup de handicap au travail. Ou qu'on ne l'est pas encore. Ou qu'on ne l'est pas encore. On sent qu'on va y arriver. Tout à fait. Parce que justement, il existe 2 dispositifs, comme j'ai nationaux, donc c'est important parce que voilà, il y a des choses qui sont mises en place avec des financements à la clé, donc c'est important quand même de pouvoir se dire est-ce que je peux peut-être le mobiliser, parce que ça permet la prévention, ça permet bien évidemment de pouvoir rester dans l'emploi dans de meilleures conditions. Donc il y en a 2. Le premier, c'est le
FIPUR, qui est un dispositif qui s'appelle Prévention, Usure, Reconversion, qui s'adresse plutôt à des salariés qui ont un compte. Désolée des acronymes, mais je l'ai dit à chaque fois, C2P. Donc C2P, un compte C2P, c'est un compte professionnel de prévention. Donc il est alimenté par l'employeur, donc c'est facile, je me connecte, si j'ai accès, que je vois que j'ai un espace, ça fonctionne, c'est que je suis éligible. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'a priori, mon métier n'est pas lié à un risque, puisqu'on est sur une déclaration de risque professionnel, on est surtout sur des conditions de travail. Pour donner un exemple, travail de nuit, travail répétitif, travail en milieu hyperbar, etc. Donc il y en a 6. Il permet, donc c'est un système de points qui se transforme en euros. Donc avec ces euros, je peux moi en tant que salarié, via mon espace, financer donc 3 dispositifs et dans l'ordre, parce qu'on peut on peut financer les 3 si bien sûr les fonds sont disponibles. Le bilan de compétences, la VAE et une formation qui me permet de me reconvertir. Et c'est là où nous, on arrive, Transition Pro, puisqu'on peut cofinancer, puisque si les fonds ne sont pas suffisants pour la formation, on peut cofinancer eh bien, le reste de la formation pour que la personne puisse justement y avoir accès. Peut-être VAE définir. Pardon, tout à fait, la validation des acquis de l'expérience, tout à fait, merci. Donc ça, c'est le premier dispositif qui est très intéressant pour pouvoir... Alors évidemment, je vais le dire, mais c'est important, on va viser un métier qui n'est plus exposé, évidemment. Hein. Non, mais c'est important aussi de le dire. Et donc, voilà, nous, on intervient en tant que cofinanceur pour réaliser ce projet. Premier point. Le deuxième, c'est le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, ce qu'on appelle aussi le FIPU, FIPU. Alors, c'est un fonds dédié qui permet de flécher justement les salariés qui, eux, dont le métier est soumis à un risque ergonomique. Donc là, il y en a 3. Ça va être la manutention de port de charges lourdes, la posture pénible et les vibrations mécaniques. À partir de ce moment-là, je vise aussi bien évidemment un métier qui n'a pas de risque ergonomique, un métier qui n'a plus de risque. Eh bien, nous, on va intervenir dans le financement, je dirais même le cofinancement, puisque nous avons un fonds dédié, mais on va intervenir avec l'employeur. Et je fais le lien tout de suite avec ma DERP. Je suis employeur, j'ai détecté les risques, j'ai mis mon petit budget de plan de formation dédié pour justement proposer des solutions à mes salariés. Plan de développement des compétences, ça peut être aussi bien évidemment par un OPCO, bref, il y a des sources de financement que l'employeur sait mobiliser. Si le métier, là, qu'il a repéré, est soumis à un risque ergonomique et que bien sûr le salarié fait une demande de reconversion, d'ailleurs, c'est souvent pour de la mobilité interne. Ça, c'est intéressant parce que je reste dans l'entreprise, j'évolue. Donc là, je repense à Insou qui parlait d'absentéisme, le turnover des équipes, etc. Donc ça aussi, ça réduit considérablement, bien évidemment, ces problèmes-là d'entreprise. Et l'employeur, eh bien, va cofinancer à hauteur de 5% des coûts pédagogiques. Je donne un exemple très concret. Une formation coûte 4 000 €. Transition Pro va financer 3 800 €, 200 € de l'employeur. Non, mais c'est très important, c'est l'engagement, c'est aussi, encore une fois, on peut le budgéter grâce à ce DURP, et en même temps, ça ne plombe pas, parce que ça reste un investissement, s'il y a plusieurs salariés qui sont concernés, on l'entend tout à fait, ça concerne tout type d'entreprise, mais ça permet d'être en complémentarité d'autres solutions de formation et de financement qu'ils pourraient mobiliser. Donc là, encore une fois, tous ensemble, le salarié, bien évidemment, a identifié ce qui lui convenait, il veut se reconvertir. Nous, on intervient, l'employeur aussi. Et c'est vraiment une construction gagnant-gagnante. C'est un véritable levier, c'est important, levier pour prévenir justement ces problèmes d'entreprise liés justement aux salariés. Et on est vraiment dans un acte fort, puisqu'on peut aussi proposer des évolutions, des aménagements de postes, etc. Et pour pourvoir aussi ses propres postes. On sait qu'aujourd'hui, le recrutement, il est compliqué. Il y a beaucoup de secteurs en tension, de métiers en tension. Effectivement, parce que c'est important de le dire aussi, on parle là de risque, d'usure, ça ne touche pas que les métiers physiques. Hein. Souvent, on pense BTP, bâtiments, travaux publics. Ça touche absolument tout le monde. Ça peut être les métiers du bureau. Si je suis trop longtemps assis, je travaille en open space. L'employeur en face, il n'a pas mis des choses pour faire baisser le son, la sonorité, etc. Ça peut être aussi quelque chose qui amène à l'usure. Aussi, je pense aux soins, à la santé. Je pense aussi à l'hôtellerie, restauration. Enfin,
Voilà, à un moment donné, voilà. Mais on a des leviers pour minimiser, proposer des solutions. Et c'est pas seulement en fin de carrière. Non. C'est ça aussi qu'il est important de dire. Peut-être, quels sont les types de personnes qui vous mobilisent aujourd'hui? Alors justement, non, pas fin de carrière, on l'a dit, tout au long de la vie, on peut être amené à. La moyenne d'âge, ce que je peux vous dire à Transition Pro Île-de-France, sur les personnes qui bénéficient soit du dispositif prévention usure reconversion ou les fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, ont une moyenne d'âge de 41 ans. Ok. D'accord, donc ça c'est important. Ça concerne d'ailleurs autant les hommes que les femmes. D'ailleurs, pour le problème ergonomique, on est plutôt sur un profil féminin avec 19% de reconnaissance, d'ailleurs RQTH, travailleurs handicapés. Et pour le dispositif, c'est plutôt un profil d'homme, d'ailleurs, avec 12% de reconnaissance. Donc ça accompagne vraiment l'ensemble des collaborateurs. Et ça touche tous les secteurs, effectivement, puisqu'on a essentiellement, si je devais nommer un top 5, mais encore une fois, du coup c'est très varié. C'est ça qui est intéressant. Je n'ai pas juste un secteur, d'un domaine initial. On a bien sûr, on retrouve la santé, on retrouve bien sûr BTP, les travaux bien évidemment, mais aussi tout ce qui est logistique, magasinage, tout ce qui est conduite, transport, mais aussi la vente, par exemple, et la sécurité. Notamment par rapport dans le cadre du PUR, justement, lié aux conditions de travail de nuit, etc. Ah, on n'y penserait pas forcément naturellement. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un exemple concret maintenant? Comme ça, on va un peu mettre les mains à la pâte, en fait, pour un exemple d'une reconversion, peut-être, ou même plutôt d'un parcours, en fait, quelqu'un qui vient vous... Très bien, je prends l'exemple de Claire. Alors Claire, elle a 52 ans, elle est aide-soignante dans un EHPAD depuis 25 ans. Elle souffre de douleurs chroniques au dos avec un syndrome dépressif, donc on appelle souvent les troubles musculo-squelettiques, le TMS. Elle a eu plusieurs arrêts maladie et son médecin l'alerte en disant que si elle ne fait rien, elle a un risque d'inaptitude. Rappelez-vous la définition que j'ai dit au début. Claire est ainsi orientée donc par le service de santé et de prévention au travail vers Cap Emploi, puisque son problème de santé a un impact sur l'emploi. Et donc là, on reprend sur le signalement du médecin du travail, au Cap Emploi, qui va faire une analyse de la situation. Donc on fait un diagnostic de la situation. Claire, avec du coup ses douleurs et son syndrome dépressif, on collabore avec le service de santé pour trouver des solutions. Et on prescrit, pour commencer, sur cette situation-là, une étude ergonomique auprès de la GFIP. Et du coup, la GFIP? Alors effectivement, une fois que Cap Emploi, qui est le prescripteur, demande à mobiliser en fait une étude ergonomique, nous on va vraiment regarder, parce que les études ergonomiques, elles sont vraiment mobilisées lorsque la situation de la personne est complexe, c'est-à-dire que dans les services les services de prévention de la désinsertion professionnelle, on a une équipe pluridisciplinaire dont des ergonomes qui peuvent déjà aller regarder la situation du salarié. Si effectivement la situation du salarié est vraiment complexe, là il peut y avoir effectivement la mobilisation d'une étude ergonomique pour pouvoir ensuite mettre en place ce qu'on appelle un aménagement de situation de travail, une AST, qui va être effectivement d'aller regarder en fonction du diagnostic qui aura été posé et en fonction du besoin de la personne, effectivement, de pouvoir aménager le poste de travail, encore une fois, de Claire, pour qu'elle puisse exercer dans les meilleures conditions son activité professionnelle au quotidien. Et je viens en complément de ce que vous évoquez, Karima. On a aussi la possibilité de solliciter un appui spécifique et vous avez différents prestataires du coup qui peuvent intervenir en fonction de toutes les typologies de handicap. Très bien, merci. Alors en fait, effectivement, l'appui spécifique, c'est pareil, c'est un service qui est effectivement proposé par la GFIP parce que la GFIP donc, a un certain nombre de prestataires en fonction de la typologie du handicap. Et là, ça va être un expert, donc qui va être effectivement mobilisé sur une situation, encore une fois, là, pour vraiment décrypter et analyser exactement le besoin de la personne. Et donc, pareil, les résultats, en tout cas les conclusions de l'expert de l'appui spécifique qui aura été mobilisé, pourra effectivement revenir vers le prescripteur Cap Emploi ou le service ou le service de prévention de santé au travail pour pouvoir effectivement mettre encore en place toutes les solutions concrètes, parce que là ce sont des solutions concrètes, personnalisées, individualisées à la situation de Claire qui vont pouvoir être mises en place.
Alors, on imagine, 1 an se passe et Claire se dit finalement, j'ai envie de me reconvertir et je vais me diriger vers peut-être, par exemple, en tant que secrétaire médico-social. Et là, elle peut bénéficier du coup du FIPU, du fonds d'investissement. Donc, elle travaille avec son employeur qui finance la formation à hauteur de 5%. Le reste est pris en charge par Transition Pro et elle peut enfin exercer un nouvel emploi, du coup là, pleinement adapté à sa situation. On a déjà énormément de questions dans le chat. Donc, je vais essayer d'aller sur les quelques derniers points avant de prendre toutes les questions. Peut-être, Karima, vous faites une différence entre maintien dans l'emploi et maintien en emploi. Est-ce que vous pouvez nous évoquer? Oui, très rapidement du coup. Alors, le maintien dans l'emploi, c'est quoi? Le maintien en emploi dans l'emploi, fait référence à tout risque d'inaptitude ou inaptitude avérée qui est susceptible donc de constituer une menace pour le maintien en emploi de la personne dans son entreprise à son poste de travail. Donc ça veut dire que ça regroupe un certain nombre d'actions pour qu'un salarié continue à exercer de manière durable son activité professionnelle. Cette notion, elle recouvre aussi 2 principes fondamentaux qui sont la compensation du handicap, on l'a dit, et aussi l'aménagement raisonnable d'un poste de travail pour l'employeur, d'accord, pour que ce ne soit pas un coût trop élevé pour l'employeur. Donc on appelle, c'est une notion juridique d'aménagement raisonnable. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette démarche, elle se veut avant tout partenariale avec effectivement les acteurs du maintien, donc Cap Emploi, pour pouvoir sécuriser les parcours professionnels et éviter les ruptures et surtout la détérioration de santé de la personne et en écartant justement cette menace d'inaptitude. Le maintien, lui, en emploi et de préservation de l'employabilité de la personne intervient lorsque le maintien dans l'emploi n'est plus possible dans l'entreprise et le maintien en emploi et l'évolution professionnelle, eux, s'inscrivent vraiment dans une logique de sécurisation de parcours. La prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi constituent tous les deux des enjeux majeurs pour l'ensemble des acteurs du maintien, en raison notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'allongement de la vie, au travail pour ces personnes et de l'augmentation des maladies professionnelles notamment. Alors nous avons des chiffres, juste 2 chiffres concernant nos aides financières. 45% sont dédiés à des situations de maintien. Des aides financières. On a une évolution 2025-2024 qui est issue en fait de notre tableau de bord de l'emploi et on a une augmentation pour l'Île-de-France, pour la région Île-de-France de 19% et qui concerne, comme vous l'aviez dit tout à l'heure Claire, Anaïs, concernant le cas de Claire, oui. 19%, plus de 19% du coup de cas qui concernent davantage des femmes, comme vous l'avez dit aussi, pour 70%, et donc contrairement aux hommes, et pour des situations de handicap moteur et les maladies invalidantes principalement. Donc on est vraiment dans le cas de ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Claire. Tout à l'heure, vous parliez du handicap cognitif. Je pense que je suis concernée par un TDAH, donc je suis obligée de vous poser cette question quand même sur les handicaps qu'on pourrait appeler émergents. Je trouve que les entreprises, elles accusent quand même un certain retard sur ce sujet. Est-ce que vous avez peut-être quelques éléments avant de passer aux questions ? Alors, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc appelé communément TDAH, affecte notamment le fonctionnement exécutif, c'est-à-dire la capacité à moduler son attention, à apprendre, donc à faire de l'apprentissage et à assimiler de nouvelles informations, ainsi que planifier des tâches. Donc c'est un trouble, comme on l'a dit, un trouble cognitif neurodéveloppemental et qui n'est pas l'expression d'une déficience, encore une fois, intellectuelle. Ce qu'on peut dire sur le TDAH, c'est qu'il entraîne une grande fatigue cognitive et du coup, par voie de conséquence, des difficultés de mise en œuvre des tâches au quotidien. Tous les TDAH ne se ressemblent pas, mais tous ont une difficulté à coller à une étiquette un peu classique. Ils ont des oublis au niveau de l'heure, ils ont aussi des oublis sur les échéances à respecter, et donc il y a des choses à privilégier pour justement compenser les difficultés des TDAH, notamment travailler dans des bureaux individuels avec une porte fermée, tout ça pour éviter en fait la déconcentration de ces personnes. Ça peut être aussi des aménagements
changement d'horaire, de travail. Ça peut être aussi pour le manager de hiérarchiser les tâches de son salarié TDAH, de lui donner aussi des consignes claires et écrites et s'assurer que la personne les a bien comprises, ces tâches. De faire aussi une checklist éventuellement des tâches en sous-tâches, peut-être placées aussi au tableau pour que ce soit visible. Fixer des échéances aussi claires, claires et précises, et assez rapprochées dans le temps, pour qu'effectivement la personne porteuse de TDAH ne soit pas n'ait pas le sentiment d'être un peu envahie, voilà, et de diversifier enfin le plus possible les tâches dans la journée. Je voulais juste citer, et ça c'est important de le dire, qu'il y a effectivement un guide qui a été cofinancé par la GFIP, réalisé par Sciences Po, sur justement tous les troubles cognitifs, dont le TDAH. Et vous avez des fiches pédagogiques qui vous expliquent évidemment tous les troubles, la définition des troubles, mais aussi tout ce qui va être en termes de recommandations et de consignes, que ce soit en entreprise ou en formation. Donc ce que je retiens, c'est que finalement, quand on pense aménagement, il y a plein de types d'aménagements qui sont possibles. Allez, je passe aux questions. La première, allez, pour la GFIP, je me suis toujours demandé comment le taux de 6% était calculé. Pourquoi pas 5, 7 ou 10 ? Alors 6%, je crois que le législateur a décidé effectivement de mettre 6%. On pourrait mettre le taux à 10%. 6%, c'était effectivement le moyen, la moyenne annuelle pour une entreprise. Ça a été évoqué à plusieurs reprises d'augmenter ce taux à 9, à 10%. Aujourd'hui, il est à 6%. Régulièrement, cette question revient. Aujourd'hui, elle n'est pas encore complètement fixée. C'est très clair. J'ai été employée, aujourd'hui je suis licenciée, j'ai une RQTH et ma santé s'est dégradée à cause de mon employeur. Vous avez parlé d'indemnité journalière spécifique. Auprès de qui puis-je savoir ceci? La CPAM ou notre médecin traitant ou la médecine du travail? Alors les indemnités journalières, ça va être vraiment au niveau de la CPAM. C'est quand la personne est encore arrêtée généralement pour accident de travail. Et pour tout ce qui est indemnisation, ça peut être lié à des rentes au niveau de la CPAM. Et si elle est licenciée? Alors si elle est licenciée pour inaptitude, du coup, il faut se rapprocher pareil de la CPAM. Okay. Dans le cadre du rapprochement France Travail Cap Emploi, il est possible aussi de continuer l'accompagnement pour identifier un projet en adéquation avec la santé. Parce qu'on a des conseillers qui interviennent en agence France Travail pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi à ce niveau-là. Donc CPAM et ou France Travail? CPAM pour les indemnités et France Travail pour l'accompagnement. Autre question. Pardon. Existe-t-il des aides au financement d'un fauteuil ergonomique pour l'employeur lorsqu'il est recommandé par le médecin du travail mais que le salarié n'a pas de RQTH? Alors là, au niveau de la GFIP, c'est clair, c'est vraiment la RQTH ou en tout cas quand la personne est en voie de l'être. Donc il suffit effectivement d'avoir une attestation, d'avoir déposé une RQTH, même si vous ne l'avez pas, parce qu'on sait que les délais sont longs, notamment en Île-de-France. Donc pour pouvoir effectivement pour être bénéficiaire de l'offre d'intervention de la GFIP, il faut pouvoir effectivement disposer de cette reconnaissance administrative RQTH. C'est très important, effectivement. Ça ouvre vraiment des portes. Il faut oser. Et je suis en train de me dire, mais finalement, pourquoi elle est en situation de handicap, l'employeur le sait, il veut mettre des choses en place. Finalement, mais allons au bout, quoi. À déposer vraiment cette qualification, elle est trop importante. Ouais, c'est complètement. Autre question, comment parler sereinement de son handicap, finalement ça revient un peu à ça, auprès de son employeur et de ses collègues afin de maintenir son emploi? La personne dit beaucoup font le choix de ne pas en parler. On l'a déjà un peu évoqué. Quel conseil vous donneriez? Alors, je pense qu'on peut là toutes les trois le dire. Moi, je peux commencer si vous voulez. C'est vrai que de toute façon, quand on est effectivement détenteur d'une reconnaissance administrative de qualité de travailleur handicapé, c'est une décision personnelle, individuelle, que chacun d'entre nous prend, parce que c'est aussi un travail, je dirais, de deuil aussi à faire sur ce qu'on était avant, le salarié que nous étions avant, et le fait que on est contraint dans son poste de travail. Donc c'est vraiment une décision personnelle qu'on peut dire ou pas. Je pense qu'il faut aussi démystifier les représentations que nous avons autour du handicap. Comme le dit Anaïs, c'est vrai que oser en parler, c'est aussi mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir effectivement réaliser les tâches au quotidien.
il faut accepter d'avoir un temps, peut-être, d'acceptation pour soi-même, de se dire, OK, je suis en situation de handicap, je le dis à mon employeur, je le dis à mes collègues, et ça, c'est encore une fois une démarche complètement personnelle et individuelle. Et je rebondis juste, en fait, la question c'est comment j'en parle. Alors déjà, ça peut être lors d'un entretien, alors déjà informel, c'est possible, mais aussi formel, pourquoi pas entretien annuel ou des choses comme ça. Et il faut le présenter en disant, voilà, j'ai peut-être besoin d'aménagement ou pas, mais sachez que je suis en situation et que si un jour ça s'aggrave, il ne sera pas surpris en même temps. Donc je pense qu'il y a une façon de le présenter, encore une fois, on en parle, j'ai envie de dire, de façon positive, en disant, voilà, je suis bien dans mon poste, j'ai envie d'y rester. Il y a peut-être des choses faciles à mettre en place, rehausser un bureau, ça peut être tout bête, mais voilà, se dire, je ne peux pas rester assise plus de 2 heures, je vais devoir me lever, c'est pas grave, je me lève, je fais un tour, je reviens, donc ne soyez pas surpris. Et en même temps, si on veut embarquer tous les acteurs de l'écosystème en faveur justement de cette inclusion, il faut en parler. Et ça passe aussi par ça. Et dans les Cap Emploi, nous, on insiste sur la notion de restriction. J'ai telle restriction, je ne peux pas faire certaines tâches en raison de ma santé, enfin certaines activités. Et c'est ça qu'il faut dire finalement. Ok. Et on propose également des ateliers dans les Cap Emploi sur aborder sa situation de handicap qui sont plutôt pas mal. Il y a aussi la croyance. L'heure est passée. Ah mince, on était parti. On va continuer quoi qu'il advienne. Peut-être juste un mot de la fin. Moi, ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, c'est qu'il faut se faire accompagner médicalement parlant, ne pas hésiter à demander la RQTH. Cap Emploi pour se faire accompagner pour le projet, pour établir le diagnostic. Transition Pro évidemment pour sécuriser et financer la reconversion à travers le PUR ou le FIPU. Et la GFIP pour le soutien technique, financier dans le nouveau poste afin de garantir le maintien durable dans l'emploi. Mesdames, un mot de la fin. Il nous reste vraiment 2 secondes. Alors moi, le mot de la fin, c'est vraiment à plusieurs, on est plus fort, et donc logique partenariale pour sécuriser les parcours. Exactement, on ne peut pas travailler les uns sans les autres. Et il y a différents parcours possibles aussi, donc que ce soit du maintien dans l'emploi vers la reconversion, donc on ne peut pas se passer les uns des autres. Et moi, j'ai envie de dire, on a besoin de vous. On est tous acteurs et on continue, on lâche pas. Et c'est un beau sujet et on le défendra jusqu'au bout. Et donc, merci d'être là et on avance. C'est pas une fatalité, surtout. C'est pas une fatalité. Alors, pour toutes celles et ceux qui s'interrogent peut-être sur leur avenir professionnel, qui sont en région parisienne, on était aujourd'hui accueillis à la Maison de la Reconversion. Vous nous donnez peut-être l'adresse ? 1 place Johann Strauss, Paris République 10e. Voilà, si vous avez besoin d'être orienté, d'être accompagné, j'ai ouï dire aussi qu'elle allait avoir des masterclass l'année prochaine. Oui. Donc, à tous, normalement, le lien va apparaître. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Transition Pro Île-de-France. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Mesdames, merci pour cet échange. Je pense qu'on aurait pu faire une table ronde de 2-3 heures. Facile. Je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont envie peut-être d'aller déjeuner. On se retrouve bientôt. Restons mobilisés. Osons sortir de ce tabou. Ça concerne énormément de monde. Ça nous concerne tous finalement. Et chaque parcours qui va être accompagné, chaque solution qui va être partagée, en fait, elle fait avancer clairement l'ensemble du collectif. On se retrouve très bientôt pour une prochaine table ronde. Merci. Merci.